Donc, bonjour, on m'a mandaté encore une fois pour synthétiser la discussion qu'on a eue. On a eu une discussion relativement libre dans notre local. Pour ceux qui sont au courant, c'est regrouper finalement les deux ateliers qui sont mis en un seul pour regrouper tout le monde ensemble finalement. Et donc, on a discuté de l'intersectorialité et donc de ce qui, un peu généralement, de l'état d'intersectorialité dans la pratique des gens et de ce qui l'aide, de ce qui lui nuit et des opportunités d'avenir pour la politique publique. Et donc, les forces qui sont clairement ressorties de la discussion, c'était d'abord les gens, à la fois sur le terrain que les différents acteurs, lorsqu'ils ont l'occasion de se rencontrer et de discuter en face à face, ça a pour effet de soutenir beaucoup de rigidité institutionnelle et des espèces d'intérêts, pas d'éliminer complètement, mais en tout cas de diminuer l'impact d'intérêts divergents qui autrement ne favorisent pas la collaboration entre les gens issus des différents secteurs. On a aussi noté qu'il y a des endroits, notamment à Montréal, il y a des tables de concertation qui sont très bien développées. Il y a des endroits qui ont déjà en place des mécanismes de collaboration avec les différents secteurs qui sont donc très bien développés et qui doivent être préservés et qui sont admirables et qui devraient être inspirants pour d'autres régions un peu partout. Au niveau des faiblesses de l'activité intersectorielle, ce qu'on a noté, d'une base, c'est que la planification des différentes institutions et des organismes, elle est elle-même sectorielle. Chacun de ces agents-là, ces acteurs-là, a agir sur son propre domaine et donc planifier son action de manière sectorielle. Et donc, ces objectifs et les mécanismes de réduction de comptes seront, eux, souvent établis de manière sectorielle, ce qui va à l'encontre parfois de la collaboration, s'il n'y en a pas forcément des intérêts qui permettent la collaboration pour les gens des différents secteurs. Et donc, ça fait aussi en sorte que les organismes travaillent parfois en silo et donc ils se battent chacun pour des ressources qui sont très limitées. Et le manque de ressources, donc les ressources dans la discussion comme étant un des problèmes, à la fois pour les organismes dans leur action quotidienne, les organismes et les différents acteurs du secteur. Et donc, voilà, le manque de ressources. Pour ce qui est des opportunités, une chose qui est ressortie clairement des discussions, c'était que les acteurs institutionnels, les gouvernements, les différents ministères ont la volonté claire d'instaurer des pratiques intersectorielles. Il y a cette volonté-là, et les acteurs sur le terrain expriment aussi cette volonté d'établir de meilleures collaborations. Donc déjà, c'est en soi, c'est une cause positive pour l'avenir. Donc, malgré ces défis-là, donc, il y a cette intentionnalité-là d'établir ces rapports intersectoriels. On a aussi noté des espaces sous-exploités. Il y a quelqu'un dans notre atelier qui nommait, par exemple, les comités de jeunes dans les écoles secondaires qui sont sous-exploités par les jeunes et qui, s'ils étaient exploités davantage, permettraient aux jeunes de faire valoir leur voix et de changer la direction de certains éléments de la direction des écoles à leur faveur. Donc, il y a plusieurs petits espaces-là qu'on néglige et qu'on ne voit pas forcément et qui pourraient être exploités davantage pour favoriser la collaboration des acteurs. Finalement, la chose la plus importante qui est ressortie comme une menace aux pratiques intersectorielles, c'était la rigidité institutionnelle, le fait qu'il y a des intérêts qui ne sont pas forcément convergents, qui font en sorte que les acteurs agissent de manière rigide pour protéger leurs intérêts et tirent la couvercle de leur côté. Et donc, ils se battent aussi pour des ressources limitées. Ils n'ont pas l'occasion d'innover souvent parce qu'ils n'ont pas les ressources pour le faire. Et quand ils n'ont pas les ressources pour le faire, ils n'ont pas aussi l'occasion de prendre des risques. Et donc, je pense que c'était le tour des éléments qui sont sortis dans notre atelier. 7 minutes. Bonjour, donc je m'appelle Aurélia, je travaille au Centre d'interaction du Sud du Nord de l'île de Montréal et j'ai co-animé avec Lynn Challier qui a fait un travail magnifique. Ça c'est le produit final, vous n'avez pas vu le produit intermédiaire. Merci beaucoup à aussi les gens qui ont
participé, qui étaient très créatifs, mais très rebelles, qui ont refusé de faire rentrer leurs idées dans les petites sphères qui étaient proposées, donc qui voulaient travailler entre les différentes catégories, qui était un peu, je pense, symptomatique de la façon dont vous voyez la réussite. Donc, je vais vous guider à travers ce que nous avons produit. Ne soyez pas impressionnés. Donc, on est parti en fait beaucoup de ce qui découle des orientations des institutions et du ministère, parce que vous voyez en fait en rouge ici. On a parlé carrément de changement de paradigme, d'indiquer que les effectifs étaient trop larges, qu'il fallait limiter les classes pour favoriser un lien entre l'intervenant enseignant et ses élèves, et donner aussi des temps et des conditions favorisantes qui permettent d'aller au-delà de la performance de statistiques de réussite scolaire et d'accompagner vraiment les élèves. Un autre corollaire de ça, c'est qu'il faut plus d'intervenants autour de l'enseignant. Toute une équipe école qui peut être limitée dans certaines écoles pour aider leur travail et revaloriser leur profession. Donc on a vraiment pas mis le poids du travail à faire sur les enseignants, mais surtout sur le fait qu'ils devaient être mieux accompagnés avec de la formation continue, un soutien et un encadrement. Je suis en train de parler et je me dis, est-ce que les gens sont au courant de la question à laquelle on répond? Probablement pas. Donc la question était, que j'ai quelque part, est-ce que tu l'as? Donc, je l'ai ici. Alors, dans un contexte de diversité de besoins, quelles sont les stratégies à mettre en place pour assurer la réussite éducative des apprenants? Non, je pense que ça fera beaucoup plus de sens que je suis en train de raconter maintenant. L'autre chose, c'est qu'au lieu de se focaliser sur une réussite à court terme, on devrait vraiment parler de projet de vie, ce que vous voyez ici, et accompagner dans les apprenants dans ces projets, favoriser l'appartenance à l'école comme une institution chaleureuse, leur offrir une meilleure orientation, leur apprendre plus les différents débouchés auxquels ils peuvent prétendre, et leur offrir aussi des débouchés sur le marché du travail, qui n'est pas toujours facile pour notamment les apprenants qui sont issus de l'immigration. Également, quelque chose qui découle aussi des orientations peut-être ministérielles, c'est d'offrir des activités physiques ou des activités parascolaires qui vont permettre de rapprocher des jeunes. On parlait notamment des jeunes garçons qui peuvent être rapprochés à l'école avec plus d'activités physiques et d'adapter le système aux diversités quelles qu'elles soient culturelles. On a parlé aussi des traditions autochtones d'enseignement et de transmission, aussi de la neurodiversité. Et on avait quelqu'un qui nous a ramené une préoccupation importante en région, le fait de devoir composer avec peu de moyens, ce qui demande plus de flexibilité. Et on n'a pas parlé d'adapter le système aux diversités pour en faire de la diversité quelque chose à part ou d'en mettre plus à l'écart, mais vraiment de valoriser la diversité, ce que vous voyez ici. Et donc on a rapproché toute cette thématique à l'action intersectorielle et l'environnement, en disant que l'école devait vraiment devenir un lieu de vie. Elle est déjà dans beaucoup d'endroits, pour favoriser un réseau social politique, une estime de soi. On a parlé d'initiatives vraiment inspirantes comme des jardins collectifs. On a parlé aussi de faire un gros effort en prévention pour offrir des services, notamment pour des jeunes qui n'ont pas reçu de diagnostic, mais qui pourraient bénéficier de beaucoup d'accompagnement. Aussi de prévention en matière de lutte contre la pauvreté et l'inégalité sociale. Et enfin, on a parlé de collaboration école, communauté, quartier. Bonjour, nous sommes les Geneviève et nous allons présenter les résultats de notre atelier. Notre question était la même que celle d'Aurélie. Alors, quelles sont les stratégies pour tenir compte des diversités de besoins pour pouvoir promouvoir la réussite des apprenants? Alors, notre groupe était quand même un peu mutin, mais on est resté dans nos cercles, nous, comme vous pouvez le constater. En fait, je vais commencer en parlant un peu de l'institution. Alors, on a parlé on s'est donné le terme institution là, pour parler des grands ministères, des grands programmes, de tous ces éléments-là qui sont dans le large et dans le très haut, pas dans le niveau régional. Alors,
Là, je vais commencer par vous montrer mon dessin. Ici, on a une belle petite planète. Pourquoi j'ai dessiné une belle planète? En fait, c'est qu'on a mis de l'avant que les programmes et la manière dont on enseigne aux apprenants devraient être diversifiés. Alors, une diversité des programmes, ce qu'on veut dire, c'est que le modèle qui existe actuellement fonctionne pour plusieurs étudiants, mais ça serait le fun qu'il y ait un espèce de menu plus varié pour pouvoir tenir compte d'une diversité des apprenants. Encore une fois, la planète nous servait aussi de présenter la sensibilité aux diverses situations. Alors, tu sais, on est conscient que les gens ont des diverses situations, on est conscient de différentes problématiques ou différentes trajectoires, mais ça serait bien qu'au niveau institutionnel, on en tienne compte. On parlait aussi de mise à jour fréquente. Alors, évidemment, de rester à l'affût de ce qui se passe, puis, tu sais, de rester au-dessus de nos affaires, parce que, tu sais, on se l'est souligné, là, la dernière fois qu'on a réfléchi à nos programmes d'enseignement, c'est quand même il y a 15 ans. Okay. On a mis un petit de test. Question de financement. Alors, on veut plus de services, plus de formation à la diversité des besoins et plus de financement pour les organismes. Peut-être qu'on est dans un vœu pieux ici, mais peut-être que si on décide de mettre un peu plus d'argent sur la réussite scolaire de nos générations futures, on pourrait avancer un petit peu mieux. Sinon, finalement, le petit cœur aussi était sur la question de la sensibilité face à la diversité, hein, d'avoir un cœur ouvert. Et reconnaissance des territoires non cédés autochtones, on en a parlé au courant de la journée aujourd'hui et même hier, mais c'est aussi une question d'avoir un peu de cœur pour les situations diverses qui existent ici. Voilà, maintenant je donne la parole à Geneviève qui va nous parler des personnes. Moi, le premier thème, dans le fond, c'est écouter la voix des professeurs, de suivre leurs conseils et tout. Le deuxième point, c'est l'aide au devoir, offrir de l'aide au devoir pour les jeunes qui sont dans besoin. Si, exemple, sont en trouble d'apprentissage ou trouble de comportement, mais moi, je trouve que l'aide au devoir, ça serait important pour les aider plus, puis être à leur écoute. Avoir une formation continue envers que les enseignants pourraient avoir une formation continue pour donner objectif aux jeunes qui ont peut-être plus de besoins. Moi, qu'est-ce que je trouve la formation continue pour moi, c'est qu'on restitue les jeunes qui sont dans le besoin, qui ont plus de difficultés. Ordre professionnel, c'est en fait, ça vient avec la formation continue. On s'est dit, dans plusieurs ordres professionnels, il y a une obligation à la formation continue de se tenir à jour, d'en faire plus, d'être vraiment modernisé dans notre pratique. Alors, bon, c'est en lien avec la formation. Évaluation qualificative. Dans le fond, avoir des... en fait, si j'ai bien compris, c'est ça le diplôme, hein, c'est ça. Ben ça, c'était plus pour les autres professionnels. L'évaluation qualitative, c'était pour l'approche des professeurs. Tu te souviens de ne pas juste les évaluer sur leur performance, mais aussi de comment ils agissent. Les féliciter, puis de pas juste comme, ils donnaient un bulletin, puis moi, je l'ai vu comme ça. Là. Moi, ils donnaient juste un bulletin comme, hey, t'as des belles notes, mais d'y montrer qu'il est capable de réussir dans la vie. Relationnel, puis on a professionnel. Ouais, professionnel, si je peux dire. Oui, en fait, c'est surtout, encore une fois, on parlait de diversité puis de formation continue. En fait, c'est de sensibiliser les intervenants sur les différents schèmes relationnels qu'on peut avoir en classe, puis aussi dans notre environnement de travail, et aussi, c'est ça, professionnel et relationnel. Finalement, on va finir ensemble, toutes les deux, pour parler de l'environnement et de l'action. Alors, ici, on a une série de petits bonhommes là, qui se tiennent la main. Ça,
Ça, c'est en lien un peu avec le travail d'Alexandre aussi, puis je pense que Aurélie aussi, vous l'avez soulevé. C'est le fait que différents organismes et différents professionnels puissent travailler ensemble dans une concertation pour pouvoir agir autour de l'enfant. On a aussi rajouté la connaissance du local. Si on travaille ensemble, différents organismes, différents professionnels, dans un même milieu, disons, territorial, il y a quand même une possibilité de mettre nos savoirs ensemble pour mieux connaître quel est le profil de nos jeunes et de leurs familles sur le territoire. Ah oui, meilleure communication entre les jeunes, mais aussi une meilleure communication entre les organismes. Centralisation des ressources disponibles. Dans le fond, de rediriger les gens envers des ressources qui sont aptes à des personnes puis leur aider dans leurs besoins, en fond. C'est ça, faire un peu l'inventaire de ce qu'on a dans notre poche pour pouvoir aider les jeunes avec ce qu'on a. Bon, synergie des acteurs, là, c'est nos bonhommes qui se tient la main. Processus de consultation des jeunes, alors de là, parler et écouter, hein, on est en communication. Et puis, finalement, dans l'écoute, on a rajouté ombudsman externe. On aimerait ça que les étudiants qui vivent des difficultés à l'école puissent avoir un recours qui est à l'extérieur de l'école. Il y en a certains qui sentent une certaine injustice quand ils font remonter ça à l'intérieur même de leur école. Ils n'ont pas l'impression que ça l'aboutit à quelque chose. Parce que moi, j'ai une dysphasie sévère, puis j'ai réussi à l'école. Puis sérieusement, j'ai eu pas de support à l'école. Puis honnêtement, je trouve que les jeunes qui ont des troubles d'apprentissage et tout, ils ont besoin d'aide. Puis ben sinon, je pense que c'est tout pour nous. Ouais. Merci.